C'est le dernier endroit où vous vous attendriez à trouver des bancs de poissons tropicaux. Les agriculteurs israéliens utilisent leur savoir-faire technologique pour faire de cette zone chaude et aride un endroit idéal pour élever des poissons. Quand on creuse dans le désert du Negev, on s'attend à trouver de la poussière. Peut-être du calcaire desséché, mais sûrement pas de l'eau. Il pleut à peine ici, 2 fois par an, avec un peu de chance. Les températures dépassent les 45 degrés Celsius. Rien ne devrait survivre. Alors quand une équipe de forage a creusé jusqu'à 701 mètres de profondeur et trouvé de l'eau, ce fut un choc. Mais pas dans le bon sens. Elle était chaude, presque 40 degrés, et salée. Beaucoup trop salée pour être bue. Mortelle pour les cultures. Une réaction normale aurait été de reboucher le puits et passer à autre chose. Mais quelqu'un a posé une drôle de question. Quel genre de poisson aimerait ça? Aujourd'hui, plus d'1 million de poissons tropicaux nagent sous ce désert, élevés dans une eau autrefois jugée inutile. Leur déjection fertilise désormais des oliveraies et des palmiers dattiers. Et le système mis en place autour d'eux est en train de bouleverser tout ce que l'on pensait savoir sur l'agriculture en milieu désertique, la production alimentaire et la façon même de redéfinir le mot impossible. Ce n'est pas une histoire de défi lancé au désert, c'est une histoire où ces contraintes deviennent un plan d'action. Le problème de la source d'eau. Le désert du Negev couvre plus de la moitié du territoire israélien tout en recevant moins de pluie que la vallée de la mort. Pendant des siècles, la région a été jugée inhabitable, non pas seulement à cause de la chaleur, mais parce qu'on ne peut rien y cultiver sans eau. Tout a changé en 1973, quand l'équipe du géologue Iri Issar a foré profondément dans le grès et découvert quelque chose d'inattendu, de l'eau. Et pas juste un filet. Une véritable éruption. Sous une pression extrême, une eau ancienne a jailli à la surface sans qu'aucune pompe ne soit nécessaire. Ils venèrent de toucher l'aquifère nubien, un gigantesque réservoir souterrain qui s'étend sous l'Égypte, la Libye, le Tchad et le Soudan. Il contient plus de 582 km3 d'eau, de quoi remplir le lac supérieur 40 fois. Le Negev repose sur l'extrémité nord de cet aquifère et Israël venait d'atteindre l'une de ses poches. Mais cette découverte s'est accompagnée de 2 problèmes rédhibitoires. Le premier, c'est la chaleur. À 701 mètres de profondeur, l'eau est chauffée géothermiquement à près de 40 degrés Celsius. Trop chaude pour être bue et trop chaude pour irriguer les cultures. Le deuxième, c'est le sel. Après des millénaires passés sous terre, l'eau avait absorbé tant de minéraux que sa salinité atteignait 3000 parties par million. De quoi tuer la plupart des légumes en quelques jours. Les tests ont été sans appel. Blé, maïs, tomates, tous morts en quelques semaines. Ce n'était pas seulement une eau impropre à la consommation. Elle était inutilisable pour l'agriculture. La suite logique, sceller le puits et passer à autre chose, mais quelqu'un a vu cette eau maudite autrement. Si elle ne pouvait pas nourrir les plantes, quel type de vie pourrait-elle soutenir? L'innovation de l'élevage de poissons. La réponse est venue de 8046,72 km plus au sud, dans les rivières tropicales d'Australie et d'Asie du Sud-Est. Là-bas, un poisson à l'allure préhistorique appelé barramundi prospère dans les estuaires où l'eau douce et l'eau salée se mélangent. Ce poisson a évolué pour supporter une salinité fluctuante et des températures naturellement élevées. Encore mieux, il se reproduit en eau salée, puis migre vers l'intérieur des terres pour y vivre, ce qui en fait un candidat idéal pour des environnements chauds et saumâtres. Dans les pays tempérés, l'élevage du barramundi coûte cher. L'hiver fait chuter la température de l'eau à des niveaux mortels, ce qui oblige les éleveurs en Europe et en Amérique du Nord à chauffer leurs bassins. Ces systèmes de chauffage coûtent des dizaines de milliers de dollars par an et les consommateurs en perdent le prix. Mais le Negev avait un avantage inattendu. L'eau qui sortait de l'aquifère était déjà chaude. Une chaleur tropicale, entre 37 et 40 degrés Celsius. Aucune facture de chauffage, aucun carburant fossile à brûler, juste la chaleur du désert venue du sous-sol. Des chercheurs israéliens ont ajouté la tilapia et le bar européen à la liste. La tilapia peut survivre à une salinité 5 fois supérieure à celle de l'eau de l'aquifère. Le bar européen migre naturellement entre les eaux douces et salées. Ces 3 espèces, barramundi, tilapia et bar, se sont adaptées immédiatement. Cette eau saumâtre ressemblait à s'y méprendre à leur habitat naturel. Au début des années 2000, des fermes comme le kibbutz, Machabé Sadeh et Akitek Fisheries avaient déjà transformé certaines zones désertiques en véritables fermes piscicoles. Ils ont construit des bassins en béton et des étangs bordés de terre, y ont fait circuler l'eau chaude et les ont peuplés de poissons.
Le kibboutz Machabé Sadeh s'étend aujourd'hui sur 30 acres. Akitek en couvre 49 et produit plus de 800 tonnes de poissons par an. Les poissons s'épanouissaient, mais ce succès a engendré un nouveau problème, les déchets. Le problème des déchets de poissons. Élever les poissons n'était pas le plus difficile. Le vrai défi, c'était de les maintenir en vie dans leurs propres déchets. Un seul barramundi consomme environ 3% de son poids chaque jour. Multipliez cela par des dizaines de milliers de poissons et vous nourrissez en tonnes. Mais ce qui entre doit ressortir, principalement sous forme d'ammoniac. À petite dose, l'ammoniac n'est qu'un composé. À forte concentration, il devient mortel. Dès 2 parties par million, il brûle les branchies, endommage le système nerveux et affaiblit l'immunité. À mesure que les fermes du Negev se développaient, les bassins commençaient à s'empoisonner eux-mêmes. L'eau se saturait en ammoniac et en azote, formant rapidement un cocktail toxique. La plupart des fermes piscicoles commerciales règlent ce problème de 2 façons. Première méthode, la filtration mécanique. Des pompes font circuler l'eau à travers des filtres à sable, des biofiltres remplis de bactéries, voire des stérilisateurs UV. Ça fonctionne, mais c'est coûteux. Faire tourner uniquement les filtres et les aérateurs peut coûter entre 30 000 et 50 000 $ par an. Deuxième solution, rejeter l'eau sale. Les fermes marines la déversent simplement dans l'océan, laissant les marées faire le travail. Mais cela ne fait que déplacer le problème environnemental, favorisant les proliférations d'algues qui asphyxient les écosystèmes marins. Dans le désert, aucune de ces options n'avait de sens. Filtrer était trop cher pour des fermes utilisant une eau quasiment gratuite. Et rejeter était impensable. Il n'y a pas d'océan à proximité. Et même l'eau saumâtre est trop précieuse pour être gaspillée. Les fermiers du Negev se retrouvaient donc avec une eau chaude, salée, chargée en ammoniac. Dangereuse si réutilisée, inestimable si perdue. Mais c'est à ce moment-là que quelqu'un a vu les déchets autrement. Non pas comme un poison, mais comme une ressource inexploitée. Le système a double usage. L'ammoniac est toxique pour les poissons, mais pour les plantes, c'est de l'or. C'est de l'azote, l'un des 3 nutriments essentiels à la croissance de toute culture. À l'échelle mondiale, les agriculteurs dépensent plus de 100 milliards de $ chaque année en engrais azotés de synthèse. La production de ces engrais, majoritairement par le procédé Haber-Bosch, consomme 2% de l'énergie mondiale, en brûlant du gaz naturel pour extraire l'azote de l'air et le rendre utilisable. Mais ici, dans le Negev, l'azote n'était pas une ressource à acheter. Il coulait librement depuis les bassins de poissons. Le problème n'était pas la pollution, c'était la logistique. Le système n'avait pas besoin d'être purifié, il devait être redirigé. Les ingénieurs ont donc conçu une boucle fermée. Au lieu de filtrer ou de rejeter l'eau chargée en ammoniac, ils l'ont directement acheminée vers les racines de cultures tolérantes au sel comme les oliviers et les palmiers dattiers. En s'écoulant dans le sol, cette eau riche en nutriments voyait son ammoniac transformé en nitrate, une autre forme d'azote très appréciée des plantes par des bactéries naturelles avant d'être absorbée par les arbres. Le résultat, une véritable révolution. Les rendements des olives ont augmenté de 15 à 20% dans les parcelles expérimentales. Les dattes sont devenues plus grosses. La croissance s'est accélérée. Contrairement aux engrais chimiques qui libèrent les nutriments d'un seul coup, les déchets de poissons se décomposent lentement, fournissant une alimentation continue pendant plusieurs semaines. C'est plus lent, mais plus intelligent et bien plus durable. Et le sel, il n'a pas tué les plantes. Au contraire, un léger stress salin a rendu les fruits plus sucrés, plus savoureux. Ces arbres ont évolué autour de la Méditerranée, où les sols salins sont monnaie courante. Certains ont même absorbé le sel, le stockant dans leurs feuilles qui finissaient par tomber. Avec le temps, le niveau de sel dans le sol est resté stable, voire a diminué. Le désert n'était plus seulement productif, il se nettoyait lui-même. L'économie qui a rendu tout cela possible. L'eau en Israël n'est pas bon marché. L'eau douce dessalée coûte entre 60 et 70 centimes pour 0,99 mètres cubes. Et une petite parcelle de 2,5 acres peut nécessiter 333 millions de litres par an. Cela représente environ 7 000 $ rien que pour l'eau, sans compter les engrais, la main-d'œuvre ou l'équipement. La plupart des cultures ne peuvent pas absorber un tel coût, encore moins générer un bénéfice. C'est pourquoi l'agriculture conventionnelle est quasi inexistante dans le Negev. Mais l'eau de l'aquifère nubien, elle est pratiquement gratuite. Le forage a représenté un coût unique.
payé il y a plusieurs décennies. Et grâce à la pression naturelle, le pompage demande très peu d'énergie. L'eau saumâtre de l'aquifère revient aux agriculteurs à seulement 5 à 10 centimes pour 0,99 mètres cubes, soit une réduction de 90% par rapport à l'eau dessalée. Puis est arrivée la vraie avancée, la réutilisation. Les fermes piscicoles pompent l'eau, l'utilisent et la salissent. Mais au lieu de jeter cette eau usée, elles l'envoient vers des champs de culture voisins. L'eau accomplit désormais deux fonctions pour deux secteurs avec une seule facture. Les pisciculteurs réduisent ainsi quasiment à zéro leur coût d'eau par kilo de poisson. Les cultivateurs, eux, reçoivent irrigation et fertilisant gratuitement. Et personne ne paie pour traiter ou éliminer les eaux usées. En réalité, ces déchets deviennent une ressource précieuse, parfois même vendue ou échangée. Le résultat, c'est une symbiose économique rare. Deux secteurs qui, d'ordinaire, se disputent l'eau, se la partagent désormais. Chacun allège les coûts de l'autre. Pris séparément, aucun ne pourrait survivre dans le désert. Ensemble, ils prospèrent. Personne n'avait prévu cette équation carbone. L'agriculture moderne est l'un des plus grands émetteurs de carbone de la planète. Rien que la production d'engrais de synthèse génère près de 500 millions de tonnes de CO2 par an. Ajoutez à cela 100 millions de tonnes supplémentaires pour leur transport. Puis tenez compte de l'énergie nécessaire pour pomper, traiter et chauffer l'eau. Résultat, un système alimentaire mondial qui nous nourrit tout en réchauffant la planète. Mais dans le Negev, ce système inverse l'équation. Aucun engrais chimique ne signifie zéro émission liée aux fertilisants. Aucun pompage d'eau douce, donc aucune énergie de traitement. L'eau géothermique sort du sol déjà chaude, ce qui évite de brûler du gaz ou de l'électricité pour la chauffer. Soit jusqu'à 200 tonnes de dioxyde de carbone économisées chaque année pour 2,5 acres de bassins piscicoles. Et ce n'est pas tout. Dans l'aquaculture traditionnelle, les déchets sont rejetés dans les rivières ou les océans. Cela perturbe les écosystèmes, provoque des proliférations d'algues et propage des maladies. Dans le Negev, tout est contenu. Les poissons sont élevés dans des bassins fermés. L'eau est réutilisée. Les déchets deviennent engrais. Rien ne s'échappe dans la nature. Rien n'est gaspillé. Même l'alimentation des poissons évolue. Au lieu de recourir à la farine de poissons issue de la pêche en mer, certaines fermes utilisent désormais des aliments à base de plantes ou d'algues, cultivés avec la même eau saumâtre. Le système boucle ses propres circuits, recycle ses propres rejets. Il ne fait pas qu'être efficace, il s'auto-alimente. Et pendant ce temps, les palmiers dattiers et les oliviers ne sont pas que des cultures, ce sont des puits de carbone. Un olivier adulte séquestre environ 29,94 kg de CO2 par an. Un palmier dattier en fixe près de 44. Multipliez cela par des milliers d'arbres sur des dizaines de fermes et les économies de carbone s'accumulent rapidement. Le résultat ? Un système alimentaire qui ne fait pas que réduire les émissions, il les inverse. D'autres pays ont pris note. L'Égypte, qui repose elle aussi sur l'aquifère nubien, a lancé des projets pilotes dans le désert occidental en s'inspirant de systèmes similaires. L'Arabie saoudite, l'un des pays les plus arides du monde, a commencé à investir dans des hybrides aquaculture-agriculture en circuit fermé près de Riyad. Pas parce qu'ils copiaient un modèle national, mais parce que cette logique fonctionne partout où le désert fournit une eau trop chaude, trop salée et apparemment inutile. Il ne s'agit pas de transformer du sable en terre, il s'agit de comprendre les contraintes comme des outils de conception. La chaleur, la salinité, l'ammoniac, chacun de ces prétendus problèmes est devenu un pilier du système une fois repensé. L'eau qui brûlait les cultures, parfaite pour les poissons tropicaux, les déchets qui empoisonnèrent les bassins, un engrais idéal. Même le sel, autrefois redouté, a contribué à sucrer les fruits et à régénérer la terre. Pas d'usine de dessalement, pas de pompage d'eau douce, pas d'engrais chimiques, juste une boucle, portée par la pression, guidée par la biologie et modelée par la nécessité. À une époque où les nappes phréatiques s'épuisent, où le climat se dérègle et où les terres agricoles échouent, le Negev pose une autre question. Et si la solution n'était pas de lutter contre la nature, mais de s'aligner sur ce qu'elle fait déjà de mieux? Car parfois, entre l'échec et une avancée décisive, il ne manque qu'une seule chose, la bonne combinaison.